chaleur, une chaleur. Et hop. Voilà, nous sommes à 20 km d'Aix-en-Provence, au pied de cette magnifique montagne Sainte-Victoire, tant de fois peinte par Cézanne, pour aller comprendre les raisons de la création de cette toute nouvelle appellation Côte-de-Provence Sainte-Victoire, pour prendre également un petit cours de rosé, et également comprendre que la Provence est aussi un terroir magnifique pour les rouges. On va à la rencontre d'Olivier Daugat, Comment ça va? le grand vinificateur du château Grandboise. Juste par la taille, grand. C'est pas. Il paraît parfois que les vins ressemblent à la stature et à la personnalité de leurs vignerons, c'est vrai? On verra ça dans le verre et puis on va voir ça tout au long de la journée. Il faut qu'on parte, on va faire des prélèvements pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des maturités. Et comme la température monte, je voudrais pas que les raisins chauffent. Allez, Je suis. on y va. Je suis. Allez. Donc là, il faut qu'on remonte à plus de 600 mètres d'altitude pour obtenir le lieu-dit Les Brunets. Et on bascule de l'autre côté, et on est en pleine face sud sur les terrains dont je t'ai parlé, qui sont des marbres roses, qu'on est en train de préparer au niveau des plantations. Et après, en redescendant, on va faire les prélèvements de raisins pour voir l'état de maturité. Et nous, voilà, arrivé, hein. Tu vas voir. Ça secoue, hein? Ça secoue! Ben, on a pris un petit chemin de chèvre là. Alors Olivier, on est où là? Là, on est sur un des points culminants de Grandboise, on est sur un plateau, le plateau des Brunets. On domine ici, sous forme de cirque, toute cette partie qui est plein sud, les vignes qu'on est en train de préparer, qu'on a déjà plantées. Donc là, c'est vraiment une partie du vignoble qui est tout à fait exceptionnelle, parce qu'on va aussi retrouver le terroir, qui sont des marbres roses. Et les parfums qu'on a ici, c'est incroyable. C'est plein de parfums parce qu'on y trouve de la sauge sauvage, regarde, C'est ça qui sent autant? Ouais, c'est ça. Et puis en cherchant un peu, on va trouver, il doit y avoir du romarin et puis du thym. C'est quelques. Il doit y avoir aussi de la ciste un petit peu, mais là, tiens, Alors les parfums de garrigue dont on entend souvent parler dans le vin, c'est ça pour toi? ça peut correspondre à ça. C'est un peu une image d'Épinal, mais ce qui est sûr, c'est que la vigne, quand elle est implantée, doit absorber des odeurs et les restituer au moment de la vinification. C'est sûr que ce côté garrigue ressort dans les vinifications. Tiens, regarde, ici, j'ai du romarin. Ah ouais. Puis regarde, ça, c'est magnifique, ce pied de thym là. Tiens, ça, c'est énorme. Ah oui. Ça sent très, très, très bon. Et ça, tu vois, tu prends ça avec des côtelettes d'agneau et c'est un vrai régal, quoi. On le garde pour pouvoir comparer avec ce qu'on aura tout à l'heure dans le verre. Complètement. D'accord? Comme ça, on les fera les yeux fermés. On Je te verra. suis. Allez, on repart. Ah oui, donc là on a vraiment une organisation en terrasse, partout, jusqu'en bas de la vallée. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des terrasses, en effet, mais qui sont tenues par ce qu'on appelle ici des restanques. Ah, c'est ça les Voilà. restaurants. Les restanques, ce sont des pierres sèches mises les unes sur les autres et qui stabilisent le terrain. Mais là, tu vois, j'en vois un très très beau caillou. Mais du marbre rose, j'ai jamais entendu parler de ça en composition de sol dans le vin ou sur les terroirs ou que ce soit d'ailleurs, hein. Dans les terroirs, c'est très très rare, c'est marbre rose. Je te fais une passe. Alors écoute, c'est joli, mais qu'est-ce que ça apporte alors au vin? Pourquoi tu plantes ici? Alors, deux choses. D'abord, ça restitue la chaleur. La chaleur va s'emmagasiner dedans et le soir va la redonner au végétal. Et ensuite, il va y avoir un côté très très minéral au niveau du vin. Et donc, ça va donner au vin une caractéristique que peu de terroirs peuvent avoir. Donc, on est sur un terroir tout à fait exceptionnel et qui va nous permettre d'avoir des vins différents. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on continue et on n'a toujours pas prélevé nos raisins. Je te suis. Souvenir. Alors Olivier, je crois que la propriété, d'ailleurs avec toi, est passée en agriculture bio. Oui. Et alors, par rapport à la biodynamique, quelle est la différence? Alors, tout d'abord, il y a la culture raisonnée. La culture raisonnée, c'est un calcul qui est fait en fonction du temps, en fonction de l'humidité
et de l'ensoleillement. Et là, on va raisonner des traitements avec des produits de synthèse et des produits chimiques. Ça, c'est le premier point. C'est une agriculture traditionnelle, mais sur laquelle on commence à faire attention. L'agriculture bio, telle qu'on la pratique ici aujourd'hui depuis 2010, donc on est en conversion, parce qu'il faut 3 ans avant d'obtenir un label bio, c'est une culture simplement qui est faite avec des produits simples, qui ne sont pas des produits de synthèse, et sur lequel il y a des bases de traitement avec un petit peu de cuivre pour lutter contre des maladies qu'on appelle le mildiou et l'oïdium. Et derrière, on a la biodynamie, là qui est une autre viticulture ou qui est un autre moyen, qui sont des produits encore plus simples, à base de bouillie d'ortie, sur lesquels on travaille énormément avec la lune et les calendriers terrestres. C'est beaucoup plus compliqué. Ça se complique. Et surtout sur 40 hectares de vignes, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Alors, ici, on l'a mis sur cette partie-là en bio. Et la première partie sur laquelle on était ce matin, qui s'appelle les Brunets, on envisage de le mettre en biodynamie parce que ça ne fait que 7 hectares. Et donc là, ça sera plus facile à enchaîner. Et concrètement, ça apporte quoi? Alors, ça apporte quoi? Comme on le voit, il y a de l'herbe, mais l'herbe ne me gêne pas parce que moi j'aime bien les fleurs, j'aime bien l'herbe. Donc, il n'y a plus ni de pesticides, il n'y a plus d'insecticides, il n'y a plus de désherbants. On a des raisins qui sont, entre guillemets, plus sains. Et on a des goûts qui sont plus nature, sur lesquels il ne peut pas y avoir de déviation, sur lesquels il ne peut pas y avoir non plus de transformation, car il n'y a pas de produits déviants dedans. D'ailleurs, on est là pour 2 choses. Tout à l'heure, comme tu l'as vu, j'ai ramassé donc un cinceau qui est là. Donc là, je coupe délicatement la queue. Ça, c'est un Syrah. Donc, rien à voir. Ouais. Rien à voir. Déjà sur la grosseur. Ensuite, sur la forme de la graine, elles sont complètement différentes. Donc maintenant, il faut voir les goûts différents que ça a. Et bien, vas-y, goûte-le. Bon, je goûte. Ça, c'est un Syrah. Non, mais goûte-le. Ouais. C'est vrai, c'est en bio. Vas-y. Donc, tu vois, on prend du goût, ça a de la chair, c'est moelleux. On retrouve tout à l'heure, dans ce qu'on avait dans le vin, de la constitution. Et on commence à sentir du sucre, là. Ouais. Là, on commence à trouver, on n'a pas trop d'acidité. Et là, j'ai un peu plus de goût, je suis plus sur les fruits rouges. Là, je suis sur du fruit blanc, c'est moins riche, moins dense. Ouais. Alors, appareil de torture. Ceci s'appelle un réfractomètre Houdini. Je prends une grappe, regardez bien. Je mets du jus ici, dessus. Je ferme le clap. Et là, en fait... Il cherche ses ânes sur la Sainte-Victoire. Et là, ce que je vois... Alors, tu regardes, vas-y, je te laisse faire. Et là, tu vas voir le degré potentiel qui s'affiche. Ah oui. Donc, tu dois lire 12,5 12,5. 12,5. Donc, ça, c'est le degré potentiel que ferait le vin. On est à 15 jours, 10 jours des vendanges, quoi. Donc, c'est ça qui te permet de déterminer ta date de vendange. Ma date de vendange. Maintenant, ce qu'on va faire, pour avoir vraiment confirmation, tu vas me suivre, et comme depuis ce matin. Bon. Hein, j'apprends. Tu es mon élève, Je vais sortir d'ici, je vais pouvoir prendre ta place. C'est moi qui vais les vinifier. Je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Ça va être du propre, tu vois, ça va être du propre. On va hocher Je te suis. Et on va voir ce que ça donne. Je préfère encore être ton élève. Quelque temps. Donc, voilà le chai. Le chai. Oui, le chai. Le mystérieux où on fait le vin. Ben, c'est là où on affine, en fait. Mais je t'ai confié ça en passant dans le chai. Alors ça, c'est une éprouvette. Et ici, c'est un mustimètre. Parce que comme on a ramassé nos raisins tout à l'heure avec nos grappes de Syrah, on va les presser. Tu vois, avec mes petites mimines, je les écrase. Et tu vois, je sens que c'est pas mûr parce que on voit bien que tout ne s'écrase pas comme ça. Les graines sont très très dures. Je préfère te laisser faire, hein, Olivier. Hein. C'est toi le winemaker. Regarde la couleur déjà. Eh oui. Ça y est, on fait du vin. On est sur des jus de raisin. Bon, c'est pas du vin alors. Qui goûte? Allez, toi, vas-y le premier. Vas-y. En sachant que ça, c'est pas de l'alcool, hein, donc on peut en abuser. C'est que ça, du c'est une bonne nouvelle. Donc là, tu n'as que du jus de raisin, juste pressé. C'est bon. C'est bon. On a déjà une belle vivacité. Il nous reste un peu d'acidité, donc on est à entre 8 et 10 jours des vendanges. C'est relativement nerveux. Ça a beaucoup de goût. C'est très, très intéressant. Alors ça, c'est un cépage.
Un Maintenant, cépage. le but, c'est que je puisse en reconnaître d'autres. Donc là, j'ai un cépage de Syrah en jus de raisin. Voilà. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais te faire goûter 3 cépages à l'aveugle. Tu devras les reconnaître. Là, c'est vraiment la magie du vin. Donc, je fais un petit peu rentrer d'air dans la pipette. Le geste magique du vin. Tous les autres cépages ont déjà été préparés. Donc en fait, je suis censé retrouver plus ou moins les parfums, les odeurs, les arômes de ces plantes de garrigue qu'on a récupérées tout à l'heure. Et là, on va savoir, j'ai un peu de lavande, j'ai de la ciste, j'ai de la sauge, j'ai du thym, j'ai du romarin, j'ai tout. Je suis pas sûr du tout. Je m'engage. Grenache Syrah. Donc Syrah, Grenache, Cabernet. Et je ne suis pas sûr de celui-là. Syrah, c'est celui-ci. Donc, tu l'as trouvé. Et donc, a priori, on est... Donc, tu as bien suivi les cours. Je suis bien éduqué. Je suis bien éduqué. Je voudrais juste préciser que c'est une vraie dégustation à l'aveugle. Je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé. Merci, oh mon maître. Je ne sais pas s'il n'a pas vu le Cabernet quand même en coin. Alors. Je préfère vous le dire. Donc, on va essayer. Ça, c'est donc la Gramboise. Gramboise, très belle cuvée de Très Gramboise. belle cuvée, qui est à base de Cabernet et qui a un soupçon de Grenache avec un soupçon de Syrah. De Syrah. Donc là, tu es en train de me donner en plus un cours d'assemblage. Donc tu viens de mettre Un certain pourcentage, qu'on ne connaît pas, c'est secret. voilà. Là, je mets un autre pourcentage de notre ami la Grenache. Et on va finir maintenant avec un peu de Syrah. Comme tu l'as dit, ce sont les épices. Et ça va apporter un petit peu d'exotisme. Le Cabernet va faire le corps et le fond du vin. Ouais. La Grenache va apporter ce côté dentelle et très fin et somptueux, comme on pourrait l'avoir avec du Cabernet Franc ou un Pinot Noir. Donc une pointe vraiment de finesse. Et là, en fait, une pointe d'exotisme qui amène à densifier le vin et qui amène à le sublimer. Regarde la couleur. Ah, déjà, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir, tu vois, les trois. Assombri. Donc je le répète, Ouais, ça se fond, ça se fond. On a quand même le Cabernet qui fait le fond et qui est la base du vin. On a la Grenache qui apporte ce côté très très fin et la Syrah qui apporte ce côté exotique. Donc là, on a un vin qui est complètement différent des trois tout seul, qui est un vin qui est très riche, très dense et qui a beaucoup de nez et qui est vraiment très... qui est parfumé et avec des fruits rouges et on sent un peu ce côté toasté de la barrique. C'est la prochaine cuvée, en gros 1610 en 2010. Ça, avec un potentiel de garde. Ben là, on est parti pour une dizaine d'années sans aucun problème. Simplement, Olivier, je n'ai pas retrouvé quand même tellement de notes caractéristiques de mon petit bouquet de garrigue dans les vins. Hein. C'est un peu un stéréotype. Quoi, Tout à fait. C'est un autre site. Complètement. On change complètement d'univers. Ah, qu'est-ce Non, que c'est on change d'univers et à la fois on reste Maison Gramboise. C'est un univers qui fait 300 mètres carrés, qui est dédié au vin de Gramboise, qui est dédié à de l'épicerie fine et aussi à un point cosmétique. On voit ici qu'on a pu mettre en valeur nos rosés et nos différentes cuvées. Hein. Regarde ce qu'ils nous ont dressé. Regarde ce qu'ils nous ont dressé. Ah, le bonheur, après une longue marche dans les estanques. C'est ce qu'on appelle un Sainte-Victoire, donc là, qui est un Syrah, cépage Syrah et cépage Grenache, qui sont assemblés. Donc, la teinte, on y revient dessus, c'est la première chose à regarder. Là, on voit un rose très translucide, légèrement vieille rose. Il n'y a pas du tout de ce qu'on pourrait appeler d'oxydation. L'oxydation, c'est la couleur légèrement orangée, donc avec des reflets. Là, non, c'est des couleurs très pures, très nettes, très limpides. Donc ce que tu dis, c'est que c'est l'oxydation, donc l'arrivée un peu d'air dans le vin. Tout à fait. Qui lui fait Qui couleur, le fait que de l'air rentre dedans ou le vieillissement fait que les couleurs prennent une teinte orangée. C'est clair. Hein, c'est très clair. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de le porter à son nez.
parce que c'est le premier acte qui est vraiment à faire. Et là, on découvre un bouquet. Tu es à la fois sur du citrus, tu sais, ce côté un petit peu citron, mais un peu plus gros que le citron normal. Un tout petit peu de pamplemousse rose. Là, maintenant qu'il s'est bien ouvert, Oui, c'est vrai, il y a une différence. Là, on sent qu'il parle un peu plus. Il s'exprime un peu plus dans le verre. donc c'est très très dynamique en bouche. Il y a une belle acidité et une belle vivacité. Il n'y a pas du tout d'amertume en fin de bouche. C'est quelque chose d'assez long, mais qui reste Oui. dynamique. C'est-à-dire que c'est tonique, ça plaît, c'est accessible et c'est fait vraiment pour aller avec un gazpacho. Les gazpachos dans la région ont la particularité d'avoir un peu de vinaigre. Et donc avec ce type de vin, ça passe à merveille. Gazpacho et vin rosé. Et vin rosé, D'accord. voilà. Olivier, moi je t'ai préparé une petite surprise. Je suis venu avec quelque chose que j'ai découvert cette année. Tu vas voir, c'est très simple. Je t'ai pris tout à l'heure un petit pot d'anchoyade. Je l'ai vu. Il est là, je l'ai amené. Et là, je vois qu'il y a un roast beef bien Oui. saignant. Est-ce que tu sais que les deux ensemble, c'est une merveille? J'ai jamais goûté. Tu n'as jamais goûté ça? Alors pour moi, c'est la découverte de l'année. C'est de l'anchoyade bien d'ici, bien parfumée, avec encore ces petites arêtes minuscules, mises avec un roast beef. Alors on pourrait penser que l'accord entre les deux ne convient pas du tout. Mais là tu vois, tu le tartines un peu, regarde comme ce roast beef est saignant, je te le prépare, tu le roules, Fait avec amour. goûte et dis-moi des nouvelles. Tu vas voir comme les deux se mélangent. Surprenant. Il faut que tu me le dises avec les yeux qui pétillent. C'est parce que sinon, surprenant, je mais vais pas c'est te croire. surprenant. Non, mais c'est surprenant. Parce qu'en fait, on a le côté salé de l'anchoyade, on a le goût très très présent, c'est fondu, et puis on a la viande qui est craquante, et c'est un accord. Un bon petit pot d'anchoyade, une tranche de roast beef bien saignante, froide ou même chaude, associés tous les deux avec un rosé. Le bonheur. Le bonheur. Bonjour. Bonjour. Alors Bien. c'est vous le grand spécialiste et de l'appellation et de la culture de l'huile d'olive en Provence, Oh, je suis qui est pas historique. Hein. spécialiste. Alors l'huile d'olive en Provence, c'est le berceau de la culture de... Non, non, c'est la Méditerranée, ne soyons pas chauvins au-delà du raisonnable. Alors quelles sont les caractéristiques d'une bonne huile d'olive de Provence? Oh, les caractéristiques, d'abord c'est celle que vous aimez par définition. Comme le vin Parce alors. que, exactement, Bon. je crois qu'il ne faut jamais oublier que dans tous nos produits, que ce soit le vin ou l'huile d'olive, la qualité, ça n'existe pas. Je ne sais pas moi ce que c'est un vin de qualité, je ne sais pas ce que c'est une huile de qualité, je sais ce que c'est un vin que j'aime et une huile que j'aime, et c'est ça qui doit guider un consommateur. C'est vrai que cet olivier, c'est vraiment le symbole de paix, de santé, de bonheur, c'est tous les symboles, et comme bien sûr, quand même, ce qui est le plus intéressant, c'est de déguster. Bon, je vais vous emmener quand même, vous faire découvrir quelques huiles d'olive. Mais quelle journée! Les rosés, les rouges, l'huile d'olive. Ah. Voilà, vous avez tout préparé quand même. Nous sommes en AOC huile d'olive de Provence. Hein, donc, alors là, donc, déjà, dans un premier temps, on va sentir. Ouais. Donc, on va être... Alors, la particularité de ces huiles provençales qui sont basées sur la glando, la salonenque, parfois, là, il doit y avoir un peu de bouteillant. Vous avez donc des notes herbes fraîches, légèrement mentholées, ces côtés très vifs, très chlorophiles même, certaines fois. Donc ça, c'est la première partie. Puis ensuite, on va la mettre en bouche. Hein, et donc, vous allez faire de la rétro-olfaction. Et là, vous allez vraiment sentir l'herbe fraîche. Donc, on va mettre un petit peu de bouche. Je vous regarde faire. Ça, j'y arrive pas. Hein. C'est moins fluide que le vin quand même. Hein. La rétro-olfaction avec l'huile d'olive, moi, j'y arrive pas. C'est pas pour faire du bruit, c'est pas pour agiter l'huile. C'est parce que chaque fois que vous faites rentrer de l'air, comme dans le vin, cet air ressort par le nez et vous faites de la rétro-olfaction. Alors d'accord, mais avec le vin, c'est quand même plus facile, c'est plus fluide. Tout à fait. Là, c'est un peu plus gras. En vin, c'est Hein. bon. Alors en bouche, une complexité, on retrouve ces arômes d'herbes fraîches, on retrouve un petit peu ce mentholé, mais ensuite on va avoir le gras
qui va prendre. Donc l'ampleur, ce sont des huiles très, très, très rondes, très pleines. Et ensuite va arriver deux sensations, deux saveurs, que sont l'amertume. Bon, ça, l'amertume, la mer, on connaît, hein, c'est l'un des, des quatre goûts, des quatre saveurs de base. Et puis, on a cette ardence. Alors, l'ardence, c'est un composé de l'huile qui va vous piquer à la gorge. Et ce composé a la particularité d'être un vecteur de conservation de l'huile. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'ardence, cette huile ne va pas s'abîmer. Et est-ce qu'on peut dire qu'une huile qui n'a pas d'ardence n'est pas une bonne huile? Alors, c'est une huile, c'est une excellente huile qui, en général, ne va pas durer très longtemps. La différence du vin, c'est qu'une huile ne se bonifie jamais. Du jour où elle naît, elle va s'oxyder. Là, vraiment, on a l'impression que c'est des huiles qui sont belles, concentrées, pures, très parfumées, très aromatiques. C'est un plaisir. C'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir ce côté très, très ample, très expressif, et surtout qui va mettre en musique votre cuisine. L'objectif de l'huile d'olive, c'est pas de boire des bouteilles, c'est de mettre en musique une cuisine, lui donner de l'image, lui donner du relief, lui donner de la personnalité, et c'est avec ça qu'on arrive à le faire. Alors Olivier, on a parlé tout à l'heure d'appellation pour les huiles d'olive, mais je crois aussi que vous êtes très impliqué dans les appellations ou la reconnaissance des appellations de vin. Alors ici, moi j'ai pris mon petit guide, en bon amateur de vin qui cherche à s'éclairer. Et alors qu'est-ce que je vois? Je vois en Provence plusieurs appellations. Plein d'appellations. On a les coteaux d'Aix-en-Provence qui sont ici à l'ouest de là où nous sommes. Tout à fait, qui sont vers là. Qui sont là. À l'est, nous avons les côtes de Provence. Ici. Et alors ici au milieu, on a une toute nouvelle appellation qui s'appelle les côtes de Provence Sainte-Victoire. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer une nouvelle appellation comme ça, entre deux appellations déjà très connues? D'abord, une appellation, on la reconnaît. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est pas une marque, une appellation. C'est le résultat d'une histoire, d'un savoir-faire, d'un lieu, etc. Et c'est vrai que cette appellation Côte de Provence, qui est très grande et très large, puisqu'elle va jusqu'à Nice, qu'elle vient donc aux portes d'Aix, les vignerons qui sont, et là je vais vous amener, parce qu'en fait, en regardant, vous comprendrez tout. Là. Je vous suis. Hein. Quand vous venez là, oui, d'accord. Ouais. Vous avez, j'allais dire, un cirque naturel. Il n'y a pas plus merveilleux la vue que l'on a ici sur la Sainte-Victoire. Et on a vraiment une zone qui était délimitée, historiquement connue, où les vignerons faisaient vraiment un vin avec une identité. Ouais. Et une appellation, c'est une identité. Et la Sainte-Victoire, c'est une zone qui a une identité. Et c'est vrai qu'il a été assez facile de faire reconnaître cette appellation parce que quand la commission d'experts et la commission d'enquête de l'INAO est venue, en la mettant ici, elle voyait que l'appellation elle avait une vraie identité. Donc Olivier Nélès, merci pour cette explication. Merci à vous. On comprend clairement que devant ce panorama, une des raisons, une des explications de la reconnaissance de cette appellation, c'est le cadre magnifique, bien délimité par cette Sainte-Victoire. Et merci également pour cette dégustation d'huile d'olive, qui est une leçon pour moi, c'est une première dégustation. Petite leçon, c'est une petite initiation. Et je comprends l'ardence. Voilà, le côté piquant là, qui reste au fond de la gorge. Écoute, là, vraiment intéressant, dégustation d'huile, j'ai appris l'ardence qui me reste encore au fond de la gorge. Oh, dis donc, tu as joué? Ou tu joues toujours vu la stature que tu as? Non, je joue plus, mais notre vie, oui. Tu as des réflexes encore? Je sais pas, essaye. D'avant tout, le rugby, c'est la générosité, l'amitié, la convivialité, un esprit d'équipe. Et voilà, c'est tout ce qu'on essaie. Et la troisième mi-temps? C'est tout ce qu'on essaye d'avoir à Grand-Boisse. Et puis on va boire un coup maintenant avec modération. Allez. Voilà. Merci. Merci. En Provence, ça peut être que du rosé. À la prochaine fois. En attendant, à nous. Chin. Chin. Allez, santé. vite.